Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. Pour ou contre la théorie de l'évolutionnisme. La vie représente une nouveauté qualitative de l'être et de la réalité cosmique. Au cours des siècles, diverses théories transformistes évolutionnistes se sont développées. J.B. Lamarck a formulé la première dans son livre « Philosophie zoologique » en 1809. En 1859, dans son œuvre « L'origine des espèces », Darwin fondait sa théorie de l'évolution sur le principe de la lutte pour la vie et de la sélection naturelle. La lutte se ferait à l'intérieur de l'espèce, entre les différents individus, et les mutations seraient par conséquent dues à la causalité en vertu du fait que l'individu le plus adapté s'affirme et se multiplie, tandis que le moins adapté disparaît avec ses caractéristiques. Le néo-darwinisme se détache des théories de Lamarck et de Darwin. U. de Vries, 1848-1935, est un néo-darwiniste. Il formula la théorie de l'évolution par étapes ou mutations de la façon suivante. Toute espèce subit à un moment donné, dans des circonstances déterminées mais non encore identifiées, des mutations brusques, ce qui donne naissance à des individus pourvus de caractéristiques nouvelles. La génétique fit son apparition avec G. Mendel, qui, en 1865, formula la loi de la ségrégation. Il formula aussi la loi de l'indépendance. L'expérience le portait à conclure qu'au moment de la fertilisation, des caractères dominants et des caractères récessifs se révélaient et qu'en outre, il devait exister des éléments qui, après s'être dédoublés, se recombinaient selon les diverses possibilités du calcul combinatoire. À cette époque, ces découvertes n'eurent pas l'attention qu'elles méritaient. Ce fut l'Allemand W. Fleming qui, en utilisant la chromatine comme substance colorante, découvrit ou redécouvrit les chromosomes qui se trouvaient dans les cellules des différentes espèces en nombre fixe unis en paires. Et il fit aussi la découverte que dans les cellules germinales ou gamètes, ce patrimoine chromosomique était divisé par moitié dans chacune des cellules. Il publia ses résultats en 1882. Ce fut le cytologiste américain W. S. Sutton, 1876-1916, qui, en 1902, confirma les lois de Mendel et lui rendit justice à la lumière de la découverte des chromosomes. Dans chaque paire de chromosomes d'un nouvel organisme, un chromosome provient du père par le spermatozoïde et l'autre provient de la mère par l'ovule. Suite à la rencontre et au mélange des chromosomes, chaque génération tente à mettre à jour des caractéristiques récessives cachées par les caractères dominants. Les combinaisons toujours renouvelées produisent donc ces variations qui seront ensuite utilisées par la sélection naturelle. La génétique fit un autre pas en avant avec la découverte des gènes par le zoologue américain T. H. Morgan, 1866-1945. Ce dernier découvrit que dans les chromosomes,
Dans le noyau de la cellule se trouvent des particules ordonnées de la grosseur d'une molécule de protéines qui constituent le patrimoine héréditaire de l'individu. Ces gènes sont capables de se reproduire en conservant leur propre individualité et leur propre indépendance des autres gènes. Ils sont responsables des caractères spécifiques de l'individu et ils peuvent se recombiner de toutes les façons possibles. En 1927, J. Muller fit une découverte sensationnelle. En bombardant les gamètes des animaux et des plantes avec des rayons X, on obtenait des mutations. Les mutations peuvent être géniques, chromosomiques et génomiques. Entre-temps, une nouvelle lumière vint éclairer le mécanisme de transmission des caractères héréditaires avec la découverte de l'acide désoribonucléique, ADN, élément constitutif des gènes. On fit ensuite la découverte d'un autre type d'acide nucléique, l'acide ribonucléique, ARN, qui diffère de l'ADN par sa composition chimique. Sa structure semble se présenter sous forme de simples filaments et sa fonction est d'activer le mécanisme de transmission génétique. Les contributions de M.W. Nuremberg et de J.N. Mattei permirent de déterminer dans les années 60 les divers types d'ARN, ARN ribosomique, ARN messager, ARN de transfert. Comme on le sait, ce second code génétique fait la lumière sur une phase importante du processus de synthèse des protéines à l'intérieur de la cellule, permettant de déchiffrer les modalités de transmission des instructions par l'ARN de transfert, instructions qui spécifient quel acide aminé devra être combiné et donc transporté au site de synthèse. Il faut remarquer à ce point-ci la progressive réduction à une simple mesure de la signification intrinsèque des différentes formes de vie. On développe une explication de façon toujours plus élémentaire en ce qui concerne les mécanismes et l'on met entre parenthèses la finalité qui fait la richesse toujours plus grande de ces mêmes formes de vie. C'est ainsi qu'apparaît une sorte d'écart épistémologique qui touche la biologie et l'anthropologie. Au fur et à mesure que les explications mécanistes tendent vers le bas, la perspective philosophique et finaliste est de plus en plus nécessaire pour comprendre l'entière réalité de la vie. Des paléontologues sérieux ont prouvé dans des études récentes que des ordres, des classes et des variétés de la même espèce ont existé au cours de la même période et que certaines formes primitives n'ont existé parfois que dans l'esprit des auteurs des théories. Ce sont en fait les généticiens qui ont apporté les principales objections en ce qui concerne l'évolutionnisme, au nom de la détermination du code génétique et du nombre de chromosomes fixes pour chaque espèce. À titre d'hypothèse scientifique, l'évolution reste une question ouverte à la discussion et à la recherche scientifique, mais cela ne permet pas de présenter la théorie au niveau philosophique, en excluant le problème de la cause première, de la valeur et de la fin ultime. L'évolution pourrait même souligner de façon plus marquée le problème philosophique du pourquoi relatif à ce processus et à la valeur de son point culminant,
soit l'apparition de l'homme dans l'univers.